Voilà. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Antoine Chalon, je travaille chez Zafiro Technologies depuis maintenant 5 ans. Avant ça, j'ai passé 13 ans chez Calimatest, qui est un intégrateur, partenaire d'Acer Instruments depuis 92, je crois. Voilà. Donc moi, personnellement, donc vous pouvez me trouver sur LinkedIn, hein, si jamais, contactez-moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème pour discuter, surtout. Je suis assez actif aussi sur les différents forums et sur Discord. J'ai commencé à utiliser LabVIEW pendant mes études en 2001, donc entre 2001 et 2005. Et ensuite, mon premier job, c'était chez Calimatest, donc en Suisse. Et donc, j'utilise LabVIEW professionnellement depuis 2006 et je l'utilise encore aujourd'hui. Comme vous voyez, je ne suis pas très fort pour faire les présentations PowerPoint. Comme je travaille de plus en plus sous Linux, j'utilise VS Code. Donc, petit disclaimer pour commencer, c'est une présentation qui est Linux only, donc accrochez-vous. Je vais utiliser LabVIEW 2020 SP1 et sur Ubuntu 20. Un petit mot pour remercier mes collègues Marco et Lukash qui m'ont beaucoup aidé pour m'adapter à la transition de Windows à Linux. Et dernier petit point, j'ai utilisé Perplexity AI pour m'aider à créer cette merveilleuse présentation. Donc tout est plausible, mais pas forcément exact. Alors, hop, on passe à la slide suivante. Voilà. Donc pourquoi Linux? Pourquoi Linux? Parce que c'est formidable. Petite chose que j'ai pas notée, je vous encourage à regarder ce qui se fait sur le Discord de la communauté CTI, le Community Training Initiative. J'ai trouvé ça très intéressant. Moi, je suis pour le moment un peu de loin, mais ça montre que Linux, enfin, il y a beaucoup de choses qui changent sur Linux, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et Anna et Emerson commencent à s'y intéresser de plus en plus. Donc, je pense qu'avec Windows, on est quand même très vite limité à des applications desktop. Dès qu'on veut faire de l'embarqué, dès qu'on veut travailler sur des serveurs dans le cloud, sur des serveurs de nos clients, même si on met des VM chez eux, ils nous imposent que ce soit des VM Linux. Et donc voilà, sautez le pas, utilisez Linux, ça vous fera beaucoup de bien. Ensuite, pourquoi un service? Pourquoi développer ces applications sous forme de service? Alors, ça permet de gérer tout ce qui est démarrage automatique, démarrage sans avoir besoin de login. Le système gère les démarrages, les redémarrages en cas de plantage éventuellement. Donc, ça permet aussi de configurer comment on veut contrôler les ressources nécessaires. Par exemple, est-ce que on veut lancer le service qu'une fois que toute la partie réseau est initialisée? Il y a d'autres possibilités, mais je ne vais pas tout décrire là. Pour les aspects sécurité aussi, on peut facilement configurer quel est l'utilisateur ou le compte utilisateur et les droits spécifiques avec lesquels le service va être exécuté. Donc ça permet aussi de faire la gestion de dépendance. S'il faut attendre que d'autres process soient lancés, on peut dire oui, mais moi je veux que mon service soit lancé après tel et tel autre service. Et puis aussi, une fois qu'on a son application qui tourne sous forme de service, on peut facilement la mettre dans Docker. Donc, ça permet aussi de s'ouvrir beaucoup de portes et beaucoup d'applications dès qu'on fait ça. Donc, sous Linux, ce qui nous permet enfin, le gestionnaire de services s'appelle le systemd. Donc, il est utilisé par, je pense, à peu près toutes, ou en tout cas les plus courantes distributions Linux. Euh, c'est le premier composant qui s'exécute dans le user space et c'est lui qui permet de gérer les services et de les configurer. Donc, je ne vais pas présenter systemd, mais c'est assez puissant. C'est très bien documenté, donc si ça vous intéresse, allez sur systemd.io. Regardez la documentation ou regardez sur YouTube des vidéos qui expliquent
Vous en trouverez des dizaines. Et donc, tout ce qui est faisable en termes de configuration, de comment doit s'exécuter le service, comment il doit redémarrer, combien de fois il doit redémarrer, après combien de temps, ou de dire on veut le tuer au bout de tant de temps. Voilà, tout ça est configurable et bah, ça peut être très pratique. Donc, ensuite, le comment. Alors, plutôt que passer à travers tout ça, je vais faire une petite démo. Donc, je vais masquer code maintenant. Je vais passer sur la view et c'est là. Est-ce que c'est à peu près lisible pour ceux qui sont dans la salle en face de la télé? Yes. Ça va. Ouais, ça va. Ouais. Bon, de toute façon, le principal, c'est pas de lire. Mais donc, le point de départ, c'est j'ai un projet, la view, j'ai une application. Donc, j'ai pris une toute petite application qui suit la mémoire utilisée par un process. Donc, je ne vais pas vous présenter vraiment l'application, c'est pas ça le plus important, mais je vais la compiler. Donc, j'ai ma petite application que je compile. Voilà, c'est fait. Donc, je peux aller ici, je peux ouvrir un terminal et si je retrouve la commande, je peux lancer. Ah non, je suis pas dans le bon, forcément, je suis pas dans au bon endroit. Donc, point slash. Voilà. Donc, je lance mon application. Voilà. Ça, c'est une application avec une interface machine qui s'exécute, elle remplit un graphe, et ce qu'elle fait aussi, vous pouvez voir ici, elle écrit toutes les données qu'elle acquiert dans un fichier TDMS. Donc je vois mon fichier TDMS qui grandit petit à petit. Donc maintenant, les étapes pour transformer cette application en service, elles sont relativement simples. Donc on va dans les build specs, on crée non pas une application, mais une shared library. Donc là, je vais l'appeler tout simplement service. Je vais la mettre à côté de mon application compilée. Je vais dans les source files. Je prends tout simplement mon VI principal, comme je ferais pour un exe. Je vais définir le nom de ma fonction. Je vais l'appeler wrap. On verra après pourquoi. C'est juste l'habitude que j'ai pris moi. Dans la destination, il n'y a rien de. Disons qu'on fait la même chose qu'on ferait pour un exécutable. Pareil dans les source files. Dans Advanced, ici, il ne faut pas oublier. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est le Delay Operation System Message. J'ai pris l'habitude de le désactiver. Et ce qu'il faut absolument activer, c'est Use Embedded Version of Runtime Engine. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire OK. On peut compiler. Donc, il va compiler normalement à côté dans service. Voilà. Et donc là, ce qu'il m'a fait dans le service, il m'a créé, au lieu de me créer un exe, il m'a créé un point .so. Donc si vous êtes sous Windows, ce sera un point .llb. Mais voilà. Donc j'ai créé mon point .so, et donc c'est juste une librairie que les autres applications peuvent appeler. Donc maintenant, ce que je dois faire, c'est prendre un fichier C. Là, pas remonter, je me suis trompé de genre de sens. Non, build service. Donc je prends mon fichier C, je le copie à côté de mon service, j'ouvre un terminal ici, je vais chercher, voilà, je dois compiler mon point C. Alors le point C, pardon, je vais montrer, il fait pas grand chose, il inclut les librairies et il inclut le point H qui a été créé. Ah mince, j'ai pas mis le bon nom. Ah, les démos, c'est toujours comme ça les démos. Donc, je veux pas un shared.library, je veux un gprocstat. Si vous vous demandez gprocstat, c'est pour process statistique. Ok, je vais supprimer tout ça, recréer mon service. Voilà, c'est beaucoup mieux.
Donc, je reviens sur mon point C. Tout ce que je dois faire, c'est appeler la fonction que j'ai mis au moment où j'ai défini ma shared library. Et donc, ensuite, je dois compiler en utilisant GCC. Donc, -o, c'est le nom de l'output. Donc, je veux que l'application compilée s'appelle gprocstat. Qu'est-ce que je compile? Le wrapper.c. Qu'est-ce qu'il utilise, ces dépendances? Eh ben, le .so qui est au même endroit. Et puis, on doit ajouter cette option à la fin. Je fais ça. Donc, j'ai lancé la commande et j'ai mon application qui a été créée. Ensuite, je peux, alors j'ai pas besoin de celui-là, ni du alias. Je peux copier tout ça et je vais aller dans... alors, j'ai pris l'habitude de mettre mes services dans user local, pardon, hop, là, user local gprocstat. Donc là, je l'ai laissé vide. Je copie mes fichiers ici. Et l'étape suivante maintenant, donc, c'est de définir un service. Donc un fichier service, c'est ce qui déclare auprès de systemd, donc le gestionnaire, c'est ce qui déclare notre service auprès du système. Donc là, pareil, je vous renvoie vers la doc de systemd pour voir comment créer ce fichier. Il y a très peu de choses qui sont nécessaires, mais en gros, bon, j'ai mis une description. After network, bon, mon application n'utilise pas le network, mais par habitude, je mets toujours ça. Je dis, bon, au bout du système, tu attends que le network soit initialisé avant de lancer mon service. Après, voilà, il y a différentes options, notamment la ligne de commande qu'il faut lancer pour exécuter le service, auquel éventuellement aussi, on peut aussi ajouter des arguments si on en a. Et donc ce service, ce fichier service, on peut aller le. Alors moi je l'ai déjà mis, mais on peut aller le mettre de tête. C'est dans etc systemd et système. Donc là il y a plein de choses, mais il y a aussi tous les fichiers qui définissent les services. Donc mon fichier gprocstat, le même que je vous ai montré, il est présent ici. Et donc maintenant, je peux me mettre n'importe où dans le terminal et je vais commencer par... Moi, je vais déjà démarrer mon service, vérifier si il marche. Hop. Alors, sudo, pas stop, mais start. Voilà. Donc, je vais aller voir. Ok, le password. Oui, le password, forcément. Voilà. Donc là, le fichier TDMS a été créé et il est en train de se remplir. Donc mon service est en train de fonctionner. Je peux, en lui demandant le statut, donc en faisant systemctl status et le nom de mon service, il me dit, bah voilà, donc j'ai accès à son process ID, depuis quand il est lancé, et puis voilà, dit différentes informations. On peut aussi voir on peut faire des terminal output depuis le service et les voir ici. Et donc, alors, je peux aussi l'arrêter naturellement, et je peux, ce qui m'intéresse plus, c'est le mettre en enable. Si je le mets à partir du moment où je le mets en enable, il va me dire, ah, ok, j'ai créé un lien, et maintenant, à chaque fois qu'il y aura un redémarrage, il va démarrer, il va démarrer tout seul. Donc là, je vois que je vois tous les outputs qui sont passés sur le service. Et donc là, maintenant, si je le redémarre, il va repartir. Et si j'ai besoin de créer une nouvelle version, je sais pas, de corriger un bug, de modifier, je peux aller faire mes modifications, modifier mon service, je recompile juste le service, et ensuite, une fois que je recompile le service, la seule chose que j'ai besoin de récupérer dans mes builds, c'est le fichier SO.
et les autres dépendances, si j'ai ajouté des dépendances. Je ne sais pas si j'ai un service dans lequel j'utilise le LVZip OpenG qui utilise un fichier SO. Mais dans ce cas-là, le fichier SO sera ajouté ici dans les dépendances. Donc, il faudra aussi que je le copie, que je le mette ici avec mon service. Mais donc, en remplaçant seulement le fichier SO et en faisant, donc il y a une autre commande, c'est restart. Donc, je remplace le fichier SO, je fais restart et la nouvelle version sera lancée. Donc, voilà comment transformer son application faite avec LabVIEW en service Linux. Alors forcément, on peut pas avoir d'IHM sur les services. Donc il faut une application qui soit capable de fonctionner sans interface. Et puis après, bah, si on a besoin, on peut créer une autre application pour communiquer avec. Donc voilà, mais j'ai terminé. S'il y a des questions, je suis à disposition pour vous répondre. Il y a des questions dans le chat, il y a peut-être des questions dans la salle aussi. Alors, dans le chat, Cyril, est-ce que tu veux poser tes multiples questions par toi-même pour que j'évite de déformer tes questions? Ouais, je te faisais confiance, là, mais je peux les poser. Oui, je voulais savoir si tu avais eu des problèmes particuliers à créer des services, peut-être à cause de dépendance, peut-être, ou des choses qui te sont arrivées. Tu pensais que ton service allait se builder très facilement, puis finalement, non, Oui. il y a ce petit truc-là qui Oui, m'a ça m'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé pour justement celui que j'ai mentionné pour les dépendances du OpenGZip. J'ai eu des soucis et j'ai utilisé comment s'appelle cette fonction? Je crois que c'est LLD, LDD. Contrôleur LLD, hein, LDD, LDD. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Je vais retrouver, mais il y a une commande Linux qui permet de trouver les dépendances d'un fichier SO. Donc, au début, c'était pas tout simple parce on utilise on utilise SQLite, on utilise RabbitMQ, on utilise plein de choses qui nécessitent toute une liste de fichiers SO externes. Certains qu'on a dû recompiler nous-mêmes à partir de projets open source existants. Et donc, notamment pour RabbitMQ. RabbitMQ, on est parti d'un projet C existant. On a dû compiler le fichier SO et écrire notre wrapper autour du fichier SO. Donc, ça n'a pas toujours été simple, mais donc en utilisant les fonctionnalités qui permettent d'établir les dépendances des différents fichiers SO, on a réussi à trouver toutes les bonnes dépendances, à les mettre au bon endroit, et voilà, tous les problèmes qu'on a eus, on a réussi à les résoudre en tout cas. Ok, et l'autre question que j'avais, c'était de savoir si, une fois que ton service il est fait, est-ce qu'il devient portable dans n'importe quelle autre distro? Donc là, tu compiles et puis tu fais le tout sous Ubuntu. Si je décide de porter ça sur un OpenSUSE ou peu importe un Arch ou peu importe quoi d'autre, c'est juste un copier-coller ou je suis condamné à utiliser Ubuntu? Alors, j'ai pas essayé, pour être honnête, mais a priori, je pense qu'une fois compilé, ouf, en fait, je sais pas du tout. Ce que je peux dire, c'est que, à mon avis, partout où tu peux utiliser le runtime engine, LabVIEW, partout où lui, il est où il va marcher, tu pourras déployer ton application, enfin ton service. Mais donc, à mon avis, ce qui va limiter ton choix de distribution, c'est là où fonctionne le RTE LabVIEW. Après, pour ma part, on n'a utilisé que sur Ubuntu. Mais enfin, et dans des conteneurs Ubuntu, donc sans bureau. Mais là, ton RTE est inclus OSO. C'est ce que tu as montré tout à l'heure, là, right? Oui.
Ok, donc là, partout où ton point, où ton RTE est Alors, capable de s'exécuter, il n'y a pas besoin de l'installer en plus. Si, dans mon SO, il est tout petit et il ne contient pas le Runtime Engine LabVIEW. Il faut que le Runtime Engine LabVIEW soit installé. En fait, peut-être en complément, parce que j'ai déjà eu l'occasion de jouer avec ça aussi. Effectivement, le SO, c'est comme une DLL. Donc, une DLL LabVIEW nécessite le Runtime Engine LabVIEW. Oui. Donc, il faut installer le Runtime LabVIEW sur la machine pour que le point SO fonctionne. Et l'exé qui fait par-dessus, c'est juste un wrapper pour pouvoir utiliser les outils Linux pour appeler la DLL. Et d'ailleurs, on active la version embedded du point SO. Ça permet de faire tourner sans IHM. Et du coup, tous les nœuds de propriété, par exemple, qui passent par l'IHM ne fonctionnent plus, génèrent une erreur. Ça, c'est dans les petites subtilités qu'il peut y avoir à faire un code. C'est ça, dans les... Pardon, En fait, Ouais, dans les liens utiles que j'ai ajoutés, il y a celui-là sur le site Annie, justement, qui explique ce qui vient d'être dit. Si ça veut bien s'ouvrir. Donc là, on a utilisé des informations dans ce post sur la knowledge base Annie, et en effet, qui explique pourquoi on est obligé d'activer l'option Embedded Version of Runtime Engine, qui nous permet de travailler sans IHM. Et là, le prérequis, ça va être le Runtime Engine sur la distribution Linux, sur la même architecture. Exactement. Exécutable si on compile pour un x80, enfin un x64, ça nécessitera un Linux x64. Oui, une des limites que j'ai rencontrées, c'est que j'arrive pas à faire tourner ça sur mon Mac avec les processeurs Apple, ARM, parce que faire tourner une VM Linux sur un processeur ARM, c'est possible, mais ça va tellement lentement que c'est pas utilisable pour finir. Ok, il y a eu. Oui, Nicolas, une question. Moi, j'avais juste une remarque, c'est ça marche, hein, on l'a vu. Par contre, il y a quand même pas mal d'étapes hors LabVIEW et hors écosystème ANI. C'est dommage que dans les build specs, on puisse pas juste faire clic droit, je veux builder un service comme on peut le faire pour un exe, un setup, une DLL, ou tous les autres trucs, quoi. Enfin, que ça reste dans l'écosystème ANI, ça c'est un peu dommage, quoi. Disons qu'après, le fait de créer ton fichier C te permet de faire beaucoup plus de choses, parce que rien t'empêche de définir plus. Là, j'ai défini juste une fonction wrap quand j'ai créé le SO file, j'ai créé juste la fonction wrap. Mais tu peux créer plein de fonctions différentes, et après, dans ton fichier C, tu peux avoir un vrai code C plus compliqué qui fait des choses et qui appelle différentes fonctionnalités de ta shared library. Comme avec un installeur, on peut utiliser InnoSetup si vraiment on veut faire des installeurs un peu complexes. Enfin, ça aurait été quand même cool que Annie propose de faire même un service même simplifié avec un minimum de settings, hein, mais il faut leur proposer. Il faut le... Tout à fait. Voilà. On sent quand même que ça fait quelques années que de plus en plus ils se tournent vers Linux. Maintenant, il n'y a encore pas vraiment d'applications, enfin, il y a encore très peu d'applications Linux desktop, je pense. Mais si ça vient, il faut envoyer cette demande chez Annie, hein, voir si beaucoup de monde en a besoin, ça viendra. Maintenant, voilà. C'est pas non plus très long ni compliqué, même si c'est vrai que on doit sortir de LabVIEW. Benjamin a dit oui dans la release de l'année prochaine. Ouais. Q1, 2025 Q1. Il y a une dernière, alors c'était une question à propos de, ok, c'est cool, tu nous as montré ça sous Linux. Une des toutes premières questions qui est arrivée, c'est et sous Windows, comment on fait? Alors, il y a plusieurs réponses qui ont eu lieu dans le chat. La dernière ligne, c'est, j'ai vu ça hier soir en faisant une recherche. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais j'ai vu qu'il y a un package qui s'appelle comme ça sur VIPMIO.
Alors, Euh, ouais, moi j'ai. Alors, Amaury aussi, tu avais répondu à la question et je réponds à hmm, ton message dans le chat en confirmant que moi c'était la solution que j'avais en tête. Le package là que tu montres, il est payant et je pense d'accord. qu'en fait ça vient juste aider à utiliser le NSSM. Moi, je l'avais mis en œuvre il y a très longtemps, je l'ai pas refait. Moi, Et moi, je l'ai NS jamais fait et je le ferai pas parce qu'on n'utilise plus Windows, enfin, ou très très peu Windows. Donc, bon, voilà. Euh, écoute, ben, merci pour ta présentation. Mais de rien. Continuez à poser vos questions sur le chat. Et après, il y a le Discord aussi, hein. Sur le Discord, je Ouais. rappelle juste qu'il y a un salon qui est créé pour chaque présentation. Donc, si vous voulez continuer la discussion demain, après-demain, dans un mois, ben voilà, vous avez un espace de discussion. Oui, Euh, comment, j'ai mis le lien, je crois, du repo GitHub. Donc, et tout ce que j'ai présenté, c'est dans le repo GitHub de la présentation. Et il y a le lien sur Discord.